l'instar du syndicaliste Fernand Daou, Lorraine Pagé est originaire du Faubourg Amelas, secteur populaire de Montréal, où elle fait son apprentissage de la vie. Après des études en pédagogie, elle devient enseignante dans le même quartier. Ce faisant, interpellée par l'iniquité enseignant-enseignante, elle devient militante syndicale. L'intelligence de son leadership et la clarté de son verbe lui font gravir assez rapidement les échelons syndicaux. En quelques années, elle devient tour à tour présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, puis présidente de la CEQ, la Centrale québécoise de l'enseignement. Fait à signaler, elle aura été la première femme à occuper ces postes. Sa carrière syndicale est contemporaine des grandes manœuvres néolibérales du gouvernement québécois et de la défection généralisée des enseignants à l'endroit du parti de René Lévesque, puis de Lucien Bouchard. En même temps, sous la houlette de Lorraine Pagé, la CEQ accueille d'autres professions associées ou non au monde de l'éducation, dont des infirmières. D'où le grand changement de 2000 avec l'adoption du patronyme CSQ. Malgré sa retraite, Lorraine Pagé est demeurée très active. Outre son travail de conférencière, elle est notamment conseillère municipale à la ville de Montréal. Je suis une Montréalaise, une vraie de vraie, en ce sens que je suis née à Montréal, mes parents sont nés à Montréal, la plupart de mes grands-parents sont nés à Montréal. Je suis née sur la rue Panet, 1931 rue Panet, donc juste un peu au sud de la rue Ontario. En billet de chez nous, il y avait les confitures Raymond. C'est le premier emploi que j'ai occupé dans ma vie. J'ai été équeutée des fraises chez Raymond. Alors, donc, j'ai grandi dans ce milieu-là et on a quitté la rue Panet. J'avais 16 ans pour déménager sur la rue Saint-Denis dans le quartier Villeray. Mon père était comptable, ma mère était femme à la maison, mais pas très heureuse d'être femme à la maison. Donc, pour elle, c'était très important que sa fille aille à l'école longtemps et qu'elle ait une profession. Parce que c'était briser le moule dans lequel elle était enfermée et qui lui pesait d'une certaine façon. Et j'avais des parents qui étaient très engagés dans différentes associations, qui étaient aussi dans les comités de parents à l'école. Un père très calme qui ne levait jamais le ton, mais une mère un peu plus frondeuse, en avance sur son époque en termes d'autonomie de la femme, de liberté de penser, ainsi de suite. Et je crois que leur trait de caractère, leur engagement, ont certainement influencé ma façon de me développer, parce que j'ai toujours été engagée à l'école. J'étais la présidente de la classe, là. Puis j'étais dans les comités d'activités parascolaires, et puis j'étais chez les Jeannettes, chez les guides. Alors, ça a influencé mon parcours, ce qui fait que m'engager plus tard syndicalement, c'était presque une continuité par rapport à la façon dont j'ai été élevée, le sentiment qu'il faut prendre sa place. Puis quand on est une fille, il faut la prendre encore plus, parce qu'elle ne nous sera pas donnée, cette place-là. Faut aller la chercher. Puis ça, je pense que c'est l'influence de maman, cet aspect-là de dire, faut faire sa place, parce que personne qui va te la donner, puis t'es capable d'aller loin. Puis une femme, ça peut faire plus que épousseter, puis faire la cuisine. Il y a un avenir pour les femmes, il faut prendre cette place-là. Puis papa, lui, qui était en avance de son temps aussi, parce que il acceptait ça comme attitude chez maman. Il refrénait pas ça. Donc, pour lui, c'était aussi très naturel que je poursuive des études. Et puis, j'ai jamais entendu mes parents me dire qu'est-ce que ça donne l'instruction pour laver des couches, là. J'ai jamais entendu ça. Ça allait de soi que d'être instruite. Et c'était indépendamment qu'on soit un garçon ou une fille. Alors, je leur dois ça. Je leur dois le fait d'avoir poursuivi des études, de m'être engagée socialement.
pour eux, c'était important d'apporter sa contribution, de ne pas être seulement à la maison, mais de poser sa pierre dans le mur qu'il faut édifier, d'être là dans l'action, de poser des gestes pour faire avancer des choses ou pour promouvoir certaines valeurs. Je pense que c'est à ce contact-là que j'ai eu le goût de toujours m'engager. C'était comme une trajectoire naturelle que de poser ce geste-là, puis d'être dans un groupe. Je pense que c'est l'idée de groupe, d'être dans un groupe pour faire avancer des choses ou pour promouvoir certaines valeurs. Je faisais ce que je voulais, mais je devais aller à l'école jusqu'à 20 ans. Et quand j'ai dit à ma mère que finalement je voulais faire ma pédagogie pour enseigner, à l'époque, il y avait le brevet B et le brevet A. Le brevet B qui durait 2 ans après l'école secondaire, le brevet A qui durait 4 ans. Ma mère m'a dit, si tu veux enseigner, pas de problème, tu fais ton brevet A parce que le brevet B, ça te mène pas 20 ans. Puis tu vas à l'école jusqu'à 20 ans. J'ai commencé à enseigner donc à 20 ans et j'ai enseigné dans l'école où j'avais fait mon école secondaire. L'école Gabriel Souard, c'est aujourd'hui une école primaire qui s'appelle l'école L'Artigue, qui est au coin de Papineau et La Fontaine, juste à l'entrée du pont Jacques-Cartier. À l'époque, il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons. Quand j'ai commencé à enseigner en 1968, on n'avait pas encore mis en œuvre les conclusions du rapport parent. Les cégeps n'existaient pas encore. Ils étaient sur le point d'apparaître, mais ils n'existaient pas encore. Les écoles n'étaient pas encore mixtes, comme le recommandait la commission parents. Les polyvalentes n'étaient pas encore apparues. Donc, je suis arrivée à la fin d'un système scolaire et au tout début du nouveau système scolaire issu de la commission parents. C'était pas un métier qui était très bien payé. Encore. C'était encore un métier où il y avait une différence entre le salaire des hommes et des femmes. Je me rappelle quand j'avais été signé mon contrat, à l'époque, je sortais déjà avec celui qui deviendra mon conjoint par la suite. On avait fait notre formation au même moment, on a été diplômés au même moment. Et quand il est venu le temps de signer les contrats, il y avait une différence de salaire entre mon salaire et son salaire. Et j'avais demandé aux dirigeants de la commission scolaire, pourquoi que mon salaire est plus bas que le salaire que va toucher mon copain, alors qu'on a la même formation. Et le représentant de la commission scolaire m'avait dit, mais vous, madame, c'est parce que vous êtes un deuxième salaire. J'ai dit, moi, je peux devenir un premier salaire quand vous voulez, là, j'ai pas de problème avec ça. ça me fera plaisir d'être le premier salaire. Alors donc, il y avait encore une différence dans la rémunération entre les hommes et les femmes. C'était pas un métier qui était très bien payé, mais c'était une profession qui, somme toute, avait une certaine forme de reconnaissance sociale. L'importance que les parents accordaient à l'éducation à l'époque, c'était très fort parce que les parents disaient, moi là, j'ai pas été instruit. C'est le seul héritage que je vais laisser à mes enfants, mais ils vont être instruits. Et ça faisait qu'on avait une certaine considération pour les enseignants. Et quand l'enseignante appelait à la maison pour se plaindre du comportement de l'enfant dans la classe, le parent expliquait pas à l'enseignante que c'est parce qu'elle avait pas le tour de le prendre, là. Hein? C'était souvent, t'as été puni par ton professeur, tu vas en avoir une deuxième punition parce que tu as dérangé à l'école. Alors, il y avait cette forme d'appui, je dirais presque inconditionnel, des parents à l'action de l'enseignant dans sa classe. Ça, c'est une chose qu'on retrouve moins aujourd'hui. Alors, on avait à tout le moins une reconnaissance sociale à cet égard-là. Moi, j'étais dans un milieu qui était très défavorisé, très pauvre, mais il y avait un ancrage avec le quartier. C'était un pôle de la vie du quartier, comme l'église, comme la caisse populaire. Dans chaque quartier, il y avait l'église, l'école, garçons et filles, et la caisse populaire. Ça, là, on partait comme ça. Quand je suis devenue enceinte, j'ai appris que un congé maternité, c'était 40 jours sans solde.
Et on pouvait pas partir en congé maternité après le 15 mai, parce qu'ils sont partis en congé maternité après le 15 mai. On ne pouvait pas postuler un poste pour l'année suivante. Et on ne pouvait pas être en congé maternité avant le 15 octobre, parce que si on était en congé maternité entre le 1er septembre et le 15 octobre, on ne pouvait pas occuper son poste pour le reste de l'année. Alors là, je me suis dit, moi, là, si je me cassais une jambe, là, il y a personne qui me fatiguerait avec le 15 mai puis le 15 octobre, puis je serais pas 40 jours en congé sans solde, j'aurais un régime d'assurance qui me paierait. C'est quoi cette folie-là, là? Et j'ai commencé à militer au sein du comité de la condition féminine sur l'idée du congé maternité. C'est comme ça que je suis arrivée à l'action syndicale. Je dis toujours, moi, c'est le féminisme qui m'a amenée au syndicalisme et pas l'inverse. J'ai accouché de mes enfants en 74 et en 75. Et le congé maternité, on l'a obtenu avec la négociation de 1976. Mais ça, moi, je trouve que c'est un bel exemple pour montrer le sens des luttes qu'on mène. Moi, ma grand-mère, elle était de la génération des femmes qui ont lutté pour le droit de vote pour les femmes. Quand ma mère a eu 18 ans, elle a pu voter parce que la génération de sa mère avait lutté pour le droit de vote. Ma mère, elle, a été de la génération des femmes qui ont combattu pour que les femmes mariées gardent leur statut juridique, leur capacité juridique. Quand moi, je me suis mariée, la question de ma capacité juridique ne se posait pas. Je gardais ma capacité juridique en me mariant, mais je devais ça aux femmes qui m'ont précédé de la génération précédente. Moi, j'ai lutté pour le congé maternité, pour les garderies. J'en ai pas profité finalement. Mais mes filles qui ont eu des enfants ont profité d'un congé maternité, ont maintenant accès à des services de garde. Donc, elles ont profité de la lutte qui a été menée par les femmes de ma génération. Les femmes de la génération de mes filles posent davantage la question de la conciliation travail-famille ou de l'équité salariale. Elles vont laisser ça à leurs filles. Et leurs filles, certainement, mes petites filles, auront aussi des batailles à faire sur le droit des femmes, probablement la violence faite aux femmes, qui a des manifestations encore très importantes. Alors, c'est un témoin qu'on se passe. Les femmes d'une génération font une lutte, des fois n'en profitent pas elles-mêmes, mais laissent le témoin à la génération qui suit. Et je trouve que ça donne toute la perspective de ce que c'est faire une lutte. Faire une lutte, c'est pas nécessairement en engranger le résultat immédiatement. Et parfois, c'est lutter pendant longtemps sans atteindre le résultat, mais on pave le chemin pour que d'autres après nous atteignent ce résultat-là. Et je crois que c'est ça qui donne tout le sens à la lutte, au combat, au militantisme. Savoir que ça laisse des traces. Même si nous, on n'en bénéficie pas, on sait qu'on a ouvert un chemin et qu'on a laissé quelque chose. Et après ça, bien sûr, là, tu travailles bien au comité, ça te tenterait pas de venir au conseil d'administration. Alors là, j'ai été élue au conseil d'administration de l'Alliance. J'ai commencé à présider les assemblées générales à l'Alliance. Puis ça, les assemblées générales à l'Alliance, là, c'était 3-4 000 personnes dans un aréna, là. Alors, j'ai commencé à présider les assemblées. Là, on me dit, mon Dieu, t'es vraiment bonne. Tu devrais être vice-présidente à l'Alliance. Donc, l'élection suivante, je deviens vice-présidente. Et après ça, nécessairement, un moment vient ou pourquoi tu vas pas à la présidence. Et après ça, les choses sont allées presque de soi, en ce sens qu'on est demandé pour aller là, puis on gravit les échelons. Puis à un moment donné, on se dit, mais mon Dieu, finalement, je me voilà rendue à la tête de l'Alliance, mais ça s'est fait comme de fil en aiguille. J'avais fait campagne à la présidence de l'Alliance des professeurs de Montréal en signalant que le syndicalisme enseignant s'était vécu de telle façon que les femmes occupaient le terrain et les hommes le micro. Et j'avais mis ça en évidence dans ma première campagne électorale, qu'il était temps que les femmes, qui étaient majoritaires dans l'enseignement, ne soient pas que sur le terrain, mais aussi au micro et sur la tribune. Donc, j'étais consciente qu'il y avait un passage à faire et les enseignantes ont marché là-dedans sans difficulté. J'ai été élue avec près de 75% des votes et c'était un suffrage universel à l'Alliance. C'était pas en
congrès ou en assemblée générale, c'était vraiment des boîtes de scrutin dans les écoles, ainsi de suite. Donc, les enseignants étaient prêts pour ça. Les syndicats, c'est des institutions sociales, comme les partis politiques, comme les grandes entreprises. Ils reflètent un certain schème de valeurs, une certaine conception de l'organisation de la société. Mais souvent, les membres, ils sont en avance là-dessus. Alors, le jour où finalement, il y a eu une femme qui s'est présentée candidate à la présidence avec une équipe complète, eh bien, les choses se sont passées naturellement, puis la femme a été élue. Les membres étaient prêts à ça. Il aurait peut-être même été quelques années déjà auparavant, mais parce que l'offre n'était pas là, ben ils pouvaient pas l'exprimer, ce choix-là. Je pense que ça nous montre bien que quand on décide de poser certains gestes, on vient souvent répondre à des attentes qui sont là, qui sont prêtes à s'exprimer en autant qu'on leur donne la capacité ou le cadre ou les conditions pour que cela puisse s'exprimer. Alors oui, j'ai été la première femme présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, mais il y aurait pu en avoir une avant moi. Je pense que les membres étaient prêts à ça depuis longtemps. On avait 70% de femmes dans les écoles. En 1978, j'avais déjà été élue à la CEQ, mais pour un poste de secrétaire, à ce qu'on appelait à l'époque le Bureau national. Alors donc, j'étais secrétaire du Bureau national, en même temps que j'étais vice-présidente à l'Alliance des professeurs de Montréal. Et en 1984, pour la première fois, là, j'ai postulé un poste temps plein à la CEQ, le poste de vice-présidente. J'ai été élue, j'ai été là 1 an. Et après 1 an, c'est là que finalement, j'ai décidé de me présenter à la présidence de l'Alliance. Et j'ai été présidente de l'Alliance de 1985 à 1988. Et en 1988, Yvon Charbonneau, qui s'apprêtait à quitter la présidence de la centrale, m'a approché pour me demander si je voulais me présenter à la présidence de la CEQ. Moi, je lui ai dit, je suis très bien ici, là. Je viens d'être réélue pour un 2e mandat. Je suis là avec des majorités très confortables. Les gens apprécient mon travail. Pourquoi je m'en irais à la CEQ, franchement? C'est me donner du trouble pour rien, là. En plus, il va falloir que je fasse Montréal, Québec régulièrement. Non, je ne veux rien savoir. Et finalement, Robert Gaulin, qui avait été le président entre les 2 époques de Yvon Charbonneau, et qui était président à l'époque où moi, j'étais secrétaire du Bureau national, est venu me voir, puis il m'a dit, Lorraine, je pense qu'il faudrait vraiment que tu considères de te présenter à la présidence de la centrale, et ça serait très bon pour l'unité de la centrale que quelqu'un qui vienne de l'Alliance aille à la présidence. Je pense que tu es la bonne personne pour occuper le poste. Tu as contribué pendant tes 3 ans à la présidence de l'Alliance à rapprocher l'Alliance et la CEQ. Alors là, j'avais 2 ex-présidents, là, qui essayaient de me convaincre de me présenter à la présidence. Et finalement, comme souvent dans ma vie, j'ai eu une conversation avec mes 2 filles, et qui étaient des adolescentes à l'époque, pour leur dire, ben écoutez, on m'offre de me présenter à la présidence de la centrale. Si je suis élue, ça va être des déplacements, Québec, ainsi de suite. Et mes 2 filles m'avaient dit, maman, si ça te tente, vas-y. Vas-y. Nous, on va s'ajuster avec ça. Et finalement, c'est le petit coup de pouce qui manquait, mais ça a fait que j'ai finalement décidé de me présenter à la présidence de la centrale, et j'ai été élue finalement par acclamation. Il n'y a pas eu d'autres candidats. Et c'est comme ça que je suis devenue présidente de la CEQ, et que j'ai été pour la première fois, il y a eu une femme à la tête d'une centrale syndicale au Québec. Et c'est un peu normal que ça arrive à la CEQ, dans le fond, parce que c'est la centrale où il y a toujours eu une majorité de femmes. Donc, c'est un peu dans sa continuité historique. La fondation de la CIC, on la devait à Laure Gaudreault. Le regroupement des forces enseignantes, on devait ça à Laure Gaudreault. Ça a été de tout temps une profession en majorité féminine. Donc, c'était un peu normal que ça soit dans cette centrale-là, que ça se produise, qu'une femme arrive à la tête de la centrale. Mais j'ai toujours dit, c'est important d'être la première, mais c'est surtout important de ne pas être
la dernière. Parce qu'il faut pas qu'on ait l'air d'un accident de parcours non plus. Tu sais, on a une femme, mais tout de suite après, on retombe dans nos ornières, puis c'est des hommes qui reviennent. C'est important d'être la première, oui, mais c'est important qu'il y en ait d'autres après nous. Et dans les deux cas, à l'Alliance des professeurs de Montréal, comme à la CEQ, qui est maintenant la CSQ, je peux dire j'ai été la première, mais j'ai pas été la dernière. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres femmes présidentes à l'Alliance, puis il y a eu 2 autres femmes présidentes de la CEQ, CSQ après mon départ. Et ça, je pense que ça illustre le changement qui s'opère. On parle souvent des femmes alibi, mais il faut pas non plus qu'on soit des femmes accidents de parcours. Faut que ça soit dans l'ordre naturel des choses, qu'il y ait parfois un homme, parfois une femme. C'est comme ça la vie. Et ça, je suis contente qu'on en soit rendu là aujourd'hui. Sur le plan de l'action militante lourde, puis que j'entends par ça l'action militante lourde, là, recours à la grève, tout ça, pendant mes années de présidence, ça a été très difficile parce que les enseignants étaient encore sous le choc de la loi 111 passée au début des années 80, coupure de salaire de 20% pendant 3 mois, revision du régime de retraite, loi spéciale. Ça a presque pris 20 ans avant que ce mouvement de cohésion et d'engagement qui nous mène à poser une action collective aussi lourde que la grève, que ça puisse revenir. Alors, on avait une conjoncture interne qui n'était pas facile parce que les gens vivaient encore le contre-coup de cette grève-là qui a été très dure, des lois spéciales. Moi, je me rappelle, à l'époque de cet épisode-là, j'étais encore à l'Alliance des professeurs de Montréal comme vice-présidente et j'étais responsable de la mobilisation puis de la formation syndicale. Et je faisais les tournées de lignes de piquetage et des hommes qui mesuraient 6 pieds, là, qui pleuraient parce qu'ils se sentaient méprisés, pas reconnus, ainsi de suite, qui trouvaient ça terrible comme enseignants de faire une grève illégale. Parce qu'il faut se rappeler que les enseignants, dans les années 80, c'était encore l'autorité, l'ordre établi. Alors là, les enseignants vivaient comme un déchirement de devoir poser un geste qui les menait à une grève illégale. Il y avait un conflit intérieur très fort. Aujourd'hui, probablement, les gens ne le vivraient pas comme ça. Mais il faut se reporter dans les années 80 et c'était comme ça que c'était vécu. Puis en même temps, le sentiment qu'on était méprisé, que le gouvernement s'était servi de nous pour le premier référendum, puis que là, il nous bafouait. Bon, alors donc, je suis arrivée à la présidence de la centrale, moi, avec ces marques-là que les enseignantes et les enseignants portaient encore. Ça a été une époque aussi où les gouvernements ont multiplié les lois spéciales, les services essentiels dans le secteur de la santé, la révision du régime de négociation qui menait toutes sortes de contraintes à l'exercice du droit de grève. Il fallait passer par des exercices obligatoires de médiation, de conciliation, donner des préavis 3 jours avant. Bon, tout a été fait pour restreindre l'exercice du droit de grève. Donc ça, c'était une deuxième difficulté. Puis troisième difficulté, c'est que ça a été une époque qui a été marquée par des situations difficiles sur le plan économique. Des ralentissements économiques, la période où les taux d'intérêt étaient à 19%. Donc, ça allait pas bien, ni sur le plan interne, ni sur le plan social, et ni sur le plan économique. Alors, dans ce contexte-là, faire de l'action syndicale, c'était pas simple, effectivement. Mais ça a été une période, je dirais, où la CEQ, en même temps, s'est beaucoup repositionnée au chapitre de l'action professionnelle. C'est l'époque où, plus en plus souvent, la centrale a pris position sur des questions à caractère pédagogique ou professionnel. La révision des programmes, les états généraux sur l'éducation, la formation des maîtres. Un peu comme si les gens
se sentant pris dans un contexte très difficile sur le plan des relations de travail, ont déplacé leur action militante vers des questions plus sociales, plus éducatives, plus pédagogiques. Alors, on était quand même très actifs pendant ce moment-là, mais les recours à la grève ont été rares, le contexte n'était pas facile. Ça n'était pas facile avec les gouvernements libéraux et péquistes de l'époque. Donc, ça a été une période difficile, mais en même temps, c'est une période qu'on a traversée, somme toute, bien sur le plan de la cohésion, parce que c'est même une période pendant laquelle la centrale s'est développée. On est allé chercher d'autres membres dans d'autres secteurs d'activité. On a accueilli, par exemple, certains syndicats d'infirmières. On a développé tout le secteur des garderies. Puis là, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était beaucoup, oui, il y avait les garderies en institution, là, qui ont donné naissance au CPE, mais il y avait beaucoup de femmes qui gardaient à la maison. C'est ce qui a donné naissance à tout le régime des services de garde en milieu familial. Alors, c'est une période qui est je dirais, en rose et gris. C'était difficile, c'était laborieux, fallait labourer un terrain dans lequel il y avait pas mal de roches, mais malgré tout, il y a eu des avancées, il y a eu une cohésion, il y a eu du développement. Alors, c'est un peu le regard que je porte sur cette période-là.